grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Comment réussir un retrait ordonné et sécurisé de l'aménagement de Kidal? C'est le thème qui sera abordé au cours de ce grand dialogue. L'aménagement a annoncé hier lundi avoir entamé le processus de retrait de ses troupes des camps de Tessalit et d'Aguelhok de la région de Kidal, en région, dit-elle, de la dégradation rapide des conditions de sécurité pour la vie de ses soldats. L'aménagement prévoit également de détruire ou désactiver ou de mettre hors service des équipements sensibles. Le ministère malien des Affaires étrangères a de son côté dénoncer une action unilatérale de l'aménagement. Quelle analyse de cette décision de la mission onusienne? Un compromis est-il possible entre les deux parties? On en parle dans ce grand dialogue avec des experts. Kadiatou Keita, chercheuse et spécialiste des questions sécuritaires, qui va nous rejoindre. Bakabini Keita, enseignant-chercheur à l'INSUP, spécialiste en philosophie politique. Et Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Je suis Imran Akilo Maïga à la présentation. Invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. D'abord, le 10 octobre dernier, l'aménagement avait transporté à Gao le bataillon des forces armées maliennes reconstitué après avoir remis le camp de Batfar à la SEMA. Quelle lecture faites-vous, Bakabini Keita, de cette décision de l'aménagement? Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, M. Tunkara. Je salue aussi tous vos collaborateurs de Studio Tamani, sans oublier nos téléspectateurs. Maintenant, la question que vous me posez, quelle est mon analyse de la situation? Bon, à mon avis, ça a quand même trahi d'abord la résolution 2690 des Nations Unies, donc qui a effectivement autorisé le retrait de l'aménagement du Mali, puisque dans cette résolution, il ressort clairement que le processus de retrait doit s'effectuer, évidemment, de l'aménagement doit s'effectuer en collaboration avec les autorités maliennes. Et donc, l'attitude des hommes des Nations Unies sur le terrain peut nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Donc, c'est une attitude, une action en tout cas qui doit nous amener à réfléchir, évidemment, sur les intentions réelles de l'aménagement. Mais également nous interroger sur les rapports de l'aménagement sur le terrain et puis le Conseil de sécurité. Moi, je suis tenté de penser qu'il faut, pour des questions de compréhension et puis des questions de stratégie, essayer dans nos narratifs, nos différents narratifs, à mon avis, de distinguer l'aménagement des Nations Unies, puisque l'aménagement, c'est un démembrement des Nations Unies. Et la résolution, notamment, qui a été prise par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, à mon avis, est largement représentatif des Nations Unies plus que l'aménagement. Et quand on sait que si nous prenons la composition de l'aménagement, en tout cas dans notre pays, on voit clairement qu'il y a une grande partie de ce dispositif politique et sécuritaire qui est composé, en tout cas, je ne dirais pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement par des Français. Et donc, des actes de cette nature peut effectivement nous amener à penser, sans tomber dans la théorie du complot,
C'est-à-dire penser que chaque fois c'est qu'on accuse à tort à travers tout ce qui se passe dans nos... Parce qu'il y a effectivement cette argumentation qui est là, qui consiste, cette contre-argumentation qui existe, comme quoi il y a des gens qui prennent la France pour responsable de tout ce qui se passe au Sahel et en particulier au Mali. Donc, mais en réalité, il y a de bonnes raisons qui peuvent effectivement nous amener à nous interroger effectivement sur le rôle et à partir du développement effectivement que je viens de faire. On peut se poser la question, mais qui a intérêt au niveau de l'aménagement à poser des actions de ce genre? Céder en tout cas une emprise à la grande surprise des autorités maliennes, qui a intérêt à poser une action de ce genre? Ça ne peut pas être les Nations Unies, parce que c'est quand même, pour moi, contre nature et contre logique. Parce que vous ne pouvez pas en même temps prendre la décision d'autoriser le retrait de vos forces sur un territoire, et en même temps contribuer à faire en sorte que, et vous êtes là aussi pour la sécurisation, pour la stabilisation de ce pays-là. Donc à un moment donné, vous convenez avec ce pays de se retirer. Et si vous devez le faire en collaboration évidemment avec les autorités de ce pays. Donc si vous le faites en dehors du cadre de collaboration avec le Mali, c'est quand même curieux et ça nous pousse, nous autres, à réfléchir longuement sur ces agissements-là. L'aménagement a fait partir les forces reconstituées issues de l'armée malienne et de la plateforme de Kidal suite à des menaces sécuritaires sur le camp. Pour Bakabeni Keïta, l'attitude de l'aménagement nécessite des interrogations. Quelle est votre lecture que vous faites par rapport à cette situation? Il semble que les interrogations à ce stade sont légitimes à partir de 2 ou 3 points. Le premier point qu'on doit d'abord dire s'agissant de cette armée reconstituée, incluant à la fois les éléments issus des forces régulières de l'État du Mali, ceux également issus de la coordination mouvement et de la plateforme. Mais rappelons quand même que sur la CEMA, on regagné majoritairement la CEMA. Donc pour dire que les éléments transportés par l'aménagement sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, issus du rang de l'armée malienne, lesquels éléments ont été quand même désarmés par la CEMA avant qu'ils ne quittent ces camps où ils étaient il y a quelques années de cela. Donc pour dire que d'abord, cette armée reconstituée, elle a eu lieu au nom de cet accord pour la paix et la réconciliation, mais dans des contextes qui demeuraient quand même flous. S'agissant de l'attitude de l'aménagement, on peut la comprendre à partir de 2 éléments majeurs. Le premier élément, n'oublions pas que la mission est constituée par des pays contributeurs. L'hypothèse qui pourrait être soutenue à ce niveau, est-ce les pays qui sont majoritairement présents dans ces localités, des Tessit à Kidal, n'ont-ils pas finalement exercé des pressions sur le Conseil de sécurité à ce que les ressortissants regagnent rapidement Bamako, éventuellement se rendre dans leurs pays respectifs? Ça, c'est une hypothèse qui est très sérieuse pour qui connaît la composition des troupes qui constituent la mission onusienne au Mali. Ça, il faut quand même la prendre au sérieux. Maintenant, l'autre hypothèse qui reste soutenable ici, Keïta en parlait tantôt, serait le retrait a été acté à partir d'un chronogramme défini et partagé entre les 2 parties, notamment la partie onusienne et la partie malienne. Mais si des situations de dernière minute venaient à se produire, telles que l'intensité du conflit à laquelle on assiste entre l'armée régulière du Mali
et les anciens mouvements sécessionnistes fondus dans le rang, ou même en tout cas une réelle duplicité avec les groupes radicaux violents, notamment ceux de Yaragali aujourd'hui, qui sont en conflit très violent face à l'armée régulière. Donc de ce fait, l'aménagement peut décider en toute légitimité de dire oui, nous sommes d'accord qu'il y a un chronogramme qui nous lie, mais si l'on regarde l'intensité de combat, au nom de sauver nos hommes, au nom justement de ne pas être à l'origine de certains incidents sécuritaires qui pourraient être regrettables, il serait bon d'anticiper sur le calendrier. C'est vrai que le calendrier est censé être commun entre l'État du Mali et la mission onusienne, mais je pense que objectivement, la manière dont le départ même de la force avait été acté par l'État du Mali pour les Nations Unies, cette façon n'a pas été quand même consensuelle, cette façon n'a pas été concertée et partagée. Donc de ce fait, si la mission venait à opérer des changements, objectivement, sans succomber au charme du nationalisme, on peut comprendre sans forcément légitimer que le Mali aussi a acté de façon unilatérale sans que la mission ne soit associée au départ à la décision. De même aujourd'hui, la mission aussi a dit acter ou a acté sans que l'État du Mali ne soit au cœur d'un tel, en tout cas, réajustement du retrait des hommes qui sont dans des localités comme Tessit, Kidal. D'accord. Les autorités maliennes parlent d'une trahison de la CEMA dont a été victime le bataillon Batfar. Oui, du moment où la CEMA a accepté, notamment la branche armée de la CEMA, de désarmer ces hommes, clairement, l'accord de cessez-le-feu, il est quand même violé. On ne peut plus parler, en tout cas, de cesser le feu entre les deux parties, du moment où la CEMA a accepté de se comporter de la sorte. Mais je pense que cette attitude de la CEMA, il faut être quand même réaliste, elle n'a rien d'étonnant. Pour qui connaît ces dernières années comment la CEMA administre Kidal alentour, on a des différentes commissions dans tous les champs du possible. Une commission éducation, une commission hydraulique, l'eau, une commission santé, tout ce qui s'ensuit. Donc pour dire que le gouverneur et les autres représentants de l'État qui sont symboliquement à Kidal ne sont que des cubes de surface, ils ne servent à rien en termes d'autorité, en termes de légitimité. Donc pour qui connaît Kidal, ce sont les hommes de la CEMA qui ont clairement mis ces représentants de l'État sur la touche. Donc pour dire que cette attitude de la CEMA, non seulement elle viole sans équivoque ce qui les lierait de l'État du Mali, mais dans le même temps, elle n'est pas tout nouvelle, cette attitude, parce que la CEMA s'est clairement inscrite dans la logique d'un État souverain, au regard de ce qu'elle délivre comme service aux communautés, au regard de l'hégémonie qu'elle a sur le symbole de l'État, qui sont le préfet, le gouverneur. Et clairement, aujourd'hui, moi, je comprends, sans forcément légitimer, qu'une telle situation venait à être assistée de la part de la CEMA. L'aménagement a débuté ce mois-ci le retrait dans 2 postes avancés dans la région de Kidal. Ce retrait se fait-il en collaboration, en coordination avec les autorités maliennes? Bon, écoutez, je ne suis pas journaliste, je crois que vous devez le savoir mieux que moi, c'est votre travail, de savoir si, parce que ça relève de l'information. Bon, au regard des informations que moi je dispose, je pense qu'il y a un poste avancé de Kidal qui a été en tout cas abandonné ou cédé par l'aménagement. Il y a un autre poste avancé à Tessalit également. Oui, donc abandonné ou cédé par l'aménagement, en tout cas à une partie qui n'est pas la partie étatique malienne, donc autrement dit au groupe armés de la CEMA, ou je ne sais pas s'il faut les appeler aussi les groupes terroristes, de toute façon, groupe armé. Je disais que rien ne peut, en tout cas à mon avis, justifier l'attitude de l'aménagement. Oui, on peut effectivement penser que les pays contributeurs craignent effectivement de la survie, en tout cas de
de leurs hommes, mais également de la sécurité des matériels dont ils disposent sur le terrain. C'est une crainte légitime. Mais je pense que tout cela peut se régler en collaboration avec la partie malienne. Et donc, si vous avez des craintes par rapport à la sécurité de vos biens, mais aussi de vos hommes, tout cela peut être discuté effectivement avec la partie malienne. Et maintenant, on peut effectivement parler de l'intensité des combats. Mais cette intensité ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de saluer la mémoire de toutes les victimes, que ce soit pour le Mali, mais aussi pour la MINUSMA dans ce conflit. La MINUSMA a déjà perdu des hommes, mais elle a perdu aussi du matériel dans ce conflit-là. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont là pour ça. Et donc, cette crainte pour la vie des hommes et la sécurité des biens ne peut pas justifier, en tout cas, les agissements qui sont en cours aujourd'hui. Et donc, il participe, je crois, il faut ouvertement le dire, à ce qu'il faut appeler trahison. Mais ce n'est pas seulement trahison de la CEMA contre, comment dirais-je, le bataillon des forces armées reconstituées, mais c'est une trahison à l'égard du peuple malien. Mais moi, je dirais aussi que c'est une trahison, en tout cas, vis-à-vis des Nations Unies. Parce que c'est les Nations Unies qui les ont mandatés donc, à être là. Je parle de la MINUSMA. Et donc, ils doivent travailler conformément, effectivement, aux résolutions, en tout cas, des Nations Unies. Mais on a assisté à d'autres retraits dans la région de Tombouctou, dans la région de Ménéka. Mais pourquoi ce problème de Kidal persiste? Pourquoi ce problème autour de Kidal? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui considèrent comme si Kidal, je crois que Tounkara a eu à le dire, ils considèrent Kidal comme leur État, donc comme un État souverain. Et donc, du coup, Kidal devient un enjeu. Et ce n'est pas seulement un enjeu pour les groupes armés, mais c'est aussi un enjeu pour certains États, et dont la France, parce qu'il faut oser, en tout cas, dénoncer cette attitude qu'on a observé depuis le départ donc, de l'intervention française. Vous n'êtes pas, pour vous rappeler, cette intervention a eu lieu évidemment dans des régions comme Tombouctou, Gao, avec l'armée malienne, mais arrivé à la porte de Kidal, donc on a fait un blocus autour, on a interdit Kidal comment dirais-je... Donc le même scénario de 2013 risque de se reproduire. Exactement, le même scénario. Et là, donc, il y a aussi un autre agissement. Donc, moi, je le mets dans le même cadre. Donc, il y a des agissements en cours aujourd'hui, même si à l'origine, on peut penser que c'est des actions de bonne volonté à saluer, mais il faudrait que les autorités maliennes fassent attention. Parce que j'ai appris auprès de certaines voix autorisées en politique que ce qui est dangereux, en théorie, mais aussi dans la pratique, que ce qui est dangereux en politique, c'est aussi l'honneur. Donc, permettez-moi de terminer en tout cas cette idée-là. Des actions de bonne volonté, mais des actions qui peuvent effectivement se révéler extrêmement dangereuses pour notre pays. Et ce qui appelle notamment à un nouveau cessez-le-feu, donc à appeler l'armée malienne et les groupes armés à de nouvelles négociations. Et moi, je pense que si aujourd'hui on accepte d'aller vers une telle initiative, une telle idée, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Moi, je pense que ça va être difficile pour l'armée malienne, ça va être difficile pour notre pays, pas seulement pour l'armée, que le peuple malien se prépare effectivement à accepter le sacrifice qu'il faut pour que nous puissions recouvrir l'intégralité de notre territoire. Mais il faut aller vers ça
Donc aucun sacrifice n'est grand pour le Mali, pour les forces armées maliennes, à aller vers la conquête de l'intégrité territoriale de notre pays. D'accord. Ali, l'étape de Kidal pose un problème. Quelqu'un ne respecte-t-il pas ses engagements dans ce processus? Rappelons quand même que le Mali est un État souverain. Donc, de ce fait, lorsqu'un État souverain est agressé, il n'y a pas plus légitime qu'il usite tous les moyens du possible, y compris l'imposition de l'ordre par la violence. C'est quand même ça, à la limite, une sorte de doxa pour tous les États autonomes. Donc le Mali ne pourrait pas faire exception à cette défense de la patrie, également les biens des populations. Mais Kidal, il est quand même symbolique, M. Keïta le rappelait tantôt. Si on regarde un peu Kidal comme raison classique, dans son découpage classique, ces rébellions répétitives ont toujours eu comme quartier général cette partie du territoire malien. Mais la particularité du conflit en cours, il faut être lucide l'analyse, c'est le fait que des indépendantistes vont accepter au vie au sud de tout le monde de s'ajouter au groupe terroriste pour mettre l'État en difficulté. Et de là, on pose un faux diagnostic qui est abouti à l'accord pour la paix et la réconciliation. Je ne suis pas dans la passion, je parle des faits. Parce que si vous prenez déjà les revendications qui sont portées par cette partie du pays aujourd'hui entre les mains de la CEMA, sont des revendications où un nombre important des Soraïs, même des Tamashek, des Arabes ou des Songhaïs de façon générale, y compris les Bamara et d'autres entités ethniques et communautaires qui vivent dans cette partie dite du nord du Mali et qui n'ont mandaté aucune portion du territoire, qui n'ont mandaté aucune catégorie quelconque pour agir en leur nom. Donc pour dire que déjà, cet accord pour la paix et la réconciliation est parti d'un diagnostic qui est quand même biaisé. Comment peut-on comprendre que la volonté d'une ultra-minorité arrive à s'imposer sur une écrasante majorité silencieuse quand même? Toutes ces raisons dites nord du Mali, elles sont quand même cosmopolites en termes de variété, de variables sociales et culturelles, en termes justement de présence de communautés d'obédience tellement différentes. Donc c'est quand même très simpliste de penser que aujourd'hui le message porté par la CEMA est un message qui serait l'expression de la conscience collective des raisons du nord du Mali. Donc déjà, le problème, il a été malheureusement mal posé, à la fois par l'État du Mali d'alors, par la communauté internationale et par les mouvements armés. D'où toutes ces convoitises autour de Kidal, on comprend sans forcément légitimer. Admettons que Kidal tombe entre les mains de l'État du Mali, ce qui est... Nous allons parler des conséquences plus tard. Alors, dans ce cas de figure, l'aménagement devait quitter le pays d'ici le 31 décembre. Le gouvernement n'envisage pas d'extension au-delà de ce délai. Est-ce à dire qu'on tend vers un bras de fer entre les autorités maliennes et les Nations Unies? Il semble, au regard de dernières évolutions, la mission risquerait d'aller plus tôt que prévu. C'est ce qui se pointe à l'horizon. Quand on regarde la précipitation avec laquelle elle entend d'abord quitter certaines de ses bases dans ces localités dites nord du Mali, naturellement, je pense que difficilement il y aura un choc en termes de calendrier entre la partie malienne et la partie onisienne. Maintenant, tout l'enjeu demeure. Est-ce que faut-il quitter des installations militaires tout en sachant que celles-ci pourraient être récupérées par des mouvements armés, ou quitte à traîner dans ces installations militaires
dans ces installations militaires au nom du respect du calendrier, mais tout en sachant que, effectivement, une fois que l'armée malienne est établie dans ces installations comme prévu par l'accord acté quant au départ de la mission, et que des combats vont être davantage intensifiés. Je crois que la MINUSMA, elle cherche cette pondération, à comment faire en sorte qu'elle ne soit pas ni accusée par la CEMA, ni accusée par l'État du Mali comme un acteur qui serait à l'origine d'une sorte de pagaille entre les acteurs en présence. D'où son attitude parfois très ambiguë. Je pense qu'État a mis l'accent sur un aspect quand même qui est important. La mission, elle est sérieusement quand même traversée par des interférences dont les puissances font l'objet. Quand on regarde ne serait-ce que son ossature, comment des aspects logistiques sont détenus par des pays, d'autres les aspects en lien avec l'informatique, en santé ou autre. Donc pour dire qu'au-delà des pays contributeurs, il y a quand même des responsabilités qui sont d'emblée confiées à des membres permanents. Regardez un peu que fait la Chine dans la mission, tout ce qui est aspect santé, informatique, que font les Allemands qui sont dans la mission ou les Américains. Ce sont quand même des répartitions malheureusement qui n'ont pas été à tout bout de champ portées à la connaissance du public. Donc Kidal, une localité extrêmement symbolique pour les groupes radicaux violents d'ailleurs, et en même temps pour les anciens sécessionnistes et pour l'État du Mali, parce que c'est quand même des officiers supérieurs qui sont au pouvoir. C'est une question d'honneur pour eux, mais une chose est sûre, s'imposer par les réponses militaires à Kidal, pour gouverner qui? Ce sont des questions, effectivement, entre autres, du point de vue analytique, qui se posent avec acuité. Donc, territorialement, l'État peut exercer sa présence, mais administrativement, l'heure n'est pas à l'amusement. Oui. Cette situation à Kidal profite à qui, selon vous? Bon, je pense que cette situation à Kidal profite à ceux qui, évidemment, ont noué tout ce problème-là. Notamment, le jour où on les appelle groupe rebelle, le soir, ils se transforment en terroristes. Et donc, Ali l'a dit, le problème a été que depuis le départ, il a été mal posé, mal diagnostiqué, et donc les solutions ne peuvent aussi que comporter évidemment des problèmes. Et je pense que Kidal, la situation actuelle profite à qui? Ça profite évidemment à ceux qui se définissent comme des indépendantistes. D'ailleurs, on se pose la question au nom de qui, évidemment, ils réclament cette indépendance. Imaginez les efforts que ces groupes et leurs alliés sont en train de fournir en termes d'équipement, mais en termes aussi de logistique. Imaginez les efforts consentis par l'État du Mali pour la sécurisation du territoire. Et si on mettait ces deux efforts ensemble et qu'on l'investissait pour les populations qui ne sont que des victimes, je pense que la situation de Kidal, je le disais tantôt, dépasse le cadre strict national. Donc il y a des conflits, des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Et je crois que tu le disais aussi, hors du studio, comme quoi il est intéressant, à mon avis aussi, de dissocier ceux qui opèrent au nom de la MINUSMA sur le terrain, et Ali le disait tout à l'heure, quand on tient compte de la répartition des tâches et des responsabilités, évidemment, entre les pays contributeurs de troupes, et quand on voit tous les conflits qui se situent à ce niveau-là aussi, on comprend aisément qu'on mobilise effectivement dans le discours
évidemment, on fabrique de l'idéologie pour endormir les gens, comme quoi on veut la paix pour le Mali. Mais si on voulait la paix, je crois qu'on allait trouver la paix. Et l'aménagement envisage de détruire ou de mettre hors service des équipements sensibles qui ne peuvent pas être rapatriés en raison du blocage des convois à Gao. Pourquoi détruire ces matériels alors qu'ils peuvent être remis aux forces armées maliennes? Oui, justement. Mais en attendant, je voudrais ajouter que sans démagogie, que la situation de Kidal, je le disais, je crois qu'il y a un moment de débat, que quand on se pose la question et qu'on trouve la réponse à cette question, comme quoi, qui a eu intérêt à ce que l'armée malienne, dès le départ, ne s'installe pas à Kidal, à Anefis, etc., qui avait intérêt à mettre une telle stratégie en place. Et quand on trouve la réponse à cette question, on comprendra qui a intérêt à ce qui est en train de se jouer aussi actuellement dans le cadre du processus de retrait de l'aménagement de Kidal. Et je crois que sans démagogie, on sait que la France en est pour beaucoup. Je ne suis pas dans la passion, évidemment, mais si je le suis aussi, je crois que c'est une passion légitime. Il y a d'autres d'ailleurs qui nous disent, qui nous apprennent aussi qu'il n'y a rien de grand aussi dans ce monde qui se réalise sans passion. Et donc, d'ailleurs, on ne peut même pas dissocier les actions humaines de la passion. Ceux qui ont la prétention de le faire, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à opérer cette indépendance de l'esprit, de tout ce qui nous entoure, de notre environnement, de tout ce qui se joue à ce niveau-là. Donc, bref, je pense que il y a des États, la France notamment, les pays occidentaux de manière générale, qui ont intérêt à entretenir cette situation à Kidal. Maintenant, la question que vous posez, rappelez-moi, s'il vous plaît. Je disais que l'aménagement envisage de détruire... Oui, de détruire les armes. Oui, justement, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ne pas effectivement donner ces matériels de guerre à l'armée malienne, plutôt que de les détruire, puisqu'on sait que le Mali est membre quand même des Nations Unies. Donc, si nous sommes membres des Nations Unies, on peut, à défaut de nous donner gratuitement, pourquoi on ne peut pas nous les vendre? Donc, plutôt que de les détruire. Bon, peut-être qu'il y a des principes juridiques au niveau des Nations Unies, donc qui font que ces armes-là sont à détruire plutôt qu'à céder à l'armée malienne. Bon, heureusement, prions que ces armes en intégralité soient détruites, au grand, en tout cas, bonheur de notre pays, au lieu qu'on les récupère avec des terroristes. Au lieu de les récupérer avec des terroristes, si déjà d'ailleurs de façon flagrante ou de façon clandestine, si des opérations de ce genre aussi de remise stratégique ou en tout cas détourner effectivement des armes aussi aux groupes armés, aux terroristes, n'est pas en train aussi de s'opérer. Ce n'est pas une affirmation, mais c'est une question que je me pose. Je ne suis pas sur le terrain, mais ceux qui sont sur le terrain pourront véritablement, effectivement, répondre à cette question. Mais moi, je m'interroge si toutes les armes, évidemment, qui ont été mobilisées par l'aménagement pourront être détruites si une partie n'a pas déjà été donnée, en tout cas, ou en tout cas récupérée d'une manière ou d'une autre par les forces obscurantistes du mal. D'accord. Des tirs de harcèlement contre l'armée malienne au camp de Tessalit ont été effectués aujourd'hui, selon l'armée malienne dans un communiqué. Alors, ces tirs de harcèlement, si seulement ces tirs trouvent les avions de l'armée tchadienne, qu'est-ce que cela pourrait engendrer comme conséquence? Alors rapidement, pour le cas de détruire les équipements, même s'ils n'ont pas spécifié lesquels, ça se situe également à deux niveaux très rapidement. D'abord, on a des équipements qui appartiennent aux États contributeurs.
Ils peuvent décider effectivement de les détruire. Il y a aussi des équipements qui ne sont pas forcément liés aux armes, par exemple tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est logiciel. Donc très souvent dans la pratique d'une telle mission, s'il y avait une mission similaire non loin du Mali, des ordinateurs et d'autres équipements pourraient être confiés à cette mission. Mais vu qu'il n'y a pas de mission à proximité, c'est des choses qui sont courantes au sein des missions onisiennes à travers le monde. Donc rétrocéder à l'État du Mali, cela aussi allait dépendre de la manière dont le départ avait été acté, mais vu que le départ a été quand même acté sous douleur, donc naturellement, tout ce qui est équipement, il n'y avait pas question de le céder à l'État du Mali, même si ces équipements venaient à appartenir à la mission. Mais la majeure partie des équipements, rappelons nos auditeurs et téléspectateurs, sont des équipements qui proviennent des pays contributeurs. Maintenant, s'agissant de tirs contre les éléments de l'armée malienne, même les installations militaires, si ces tirs venaient à impacter négativement un avion, bon, de toute façon, tout va dépendre de quelle lecture l'armée tchadienne pourrait faire d'un tel tir ou d'un tel incident. Ce n'est pas l'État du Mali qui va quand même tirer sur l'avion de la mission ou d'un pays contributeur. C'est de situer la responsabilité d'abord entre ceux qui se réclameraient des mouvements anciennement indépendantistes et ceux qui se réclameraient des mouvements terroristes. Mais je pense que la sortie fracassante, en tout cas d'une partie de l'armée tchadienne au Mali, on peut l'analyser à partir un peu, à la limite, une sortie qui s'est effectuée un peu sous le choc. Il n'avait pas à dire en tant que responsable militaire à l'égard d'un État hôte qu'ils sont militaires au même titre que les autres militaires maliens ou d'autres militaires à travers le monde. Donc je pense qu'on est plus avec cette déclaration de l'armée tchadienne, on est plus dans l'escalade émotionnelle que dans vraiment des missions proprement dites onisiennes. Donc je pense que moi je mets cette déclaration au compte de l'individu et non de l'armée tchadienne. Mais, concernant les matériels de l'aménagement, y a-t-il des risques que certains matériels de l'aménagement se retrouvent dans les mains des groupes armés? Non, difficilement. C'est des matériels qui sont très bien organisés, ordonnés en termes de destruction, même de rétrocession. Du moment où un équipement dépasse une somme de $5 000 par exemple, il faudra que le Conseil de sécurité décide pour qu'il soit rétrocédé. Et là également, on ne peut donner qu'à des organisations caritatives, par exemple. Donc, on ne peut pas donner des équipements à une partie en conflit. Ce qui fait que ni la CIMA ni l'État du Mali ne pourraient bénéficier d'équipements. C'est comme si, admettons que la MINUSMA donne d'équipements à l'armée du Mali, naturellement elle n'est plus équidistante. Or, une de ses missions, c'est de garder cette neutralité entre les parties en conflit. Donc, toutes ces raisons font que donner des équipements à l'État du Mali ne peut pas être à l'ordre du jour, au regard même de neutralité, de la neutralité dont la mission se targue de l'avoir comme credo. Si une telle situation venait d'arriver, quelles pourraient être les conséquences? Dans l'histoire des Nations Unies, c'est difficile. Il faut être un peu l'issue de l'analyse qu'on venait à rétrocéder d'équipements. Peut-être que l'hypothèse qu'on pourrait avancer, qu'une base de la mission soit attaquée par un groupe armé, effectivement, qui va s'accaparer d'équipements, ça sont des choses qui restent tout à fait soutenables comme hypothèse. Mais de là qu'expressement, la mission peut décider de rétrocéder d'équipements, notamment militaires, à des groupes armés ou à des individus, ça ne tient pas à l'analyse. Donc, je le disais tantôt, lorsqu'un équipement, même si c'est une télévision ou une voiture, excède une somme de $5 000, il faudra que la décision soit prise aux Nations Unies, à New York, pour qu'elle soit effective. Donc, pour dire que les procédures sont tellement contraignantes, sont tellement lourdes que dans l'histoire des Nations Unies, on n'a pas entendu ni lu des cas similaires qui auraient été produits à la suite de son départ ou même pendant sa présence. Si la situation de Kidal venait dépasser le délai indiqué, quelles pourraient être les conséquences?
l'État du Mali a été quand même clair pour dire que voilà, le calendrier initialement élaboré va être respecté de façon scrupuleuse. Je pense que la sortie du ministre malien des Affaires étrangères, elle a été sans équivoque à propos. Maintenant, je pense que l'important, que ce dialogue soit réinstauré. On comprend aisément qu'aujourd'hui, effectivement, entre Bamako et New York, le dialogue il n'est plus établi. De ce qui pourrait même rendre la suite du retrait très compliquée à la fois par les Nations Unies et par l'État du Mali, parce que quel que soit le dysfonctionnement, quelles que soient les incompréhensions, lorsque ce dialogue n'est pas été établi entre les pays hôtes et la mission, naturellement des complications sont à prévoir pour la suite même de la mission. Dans cette situation des quiproquos, où se situent les responsabilités? En attendant, je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas, heureusement, je pense que Tunkara a le dit, qu'il n'écarte pas totalement l'hypothèse qu'une base ou en tout cas des troupes d'un certain nombre ou de pays contributeurs venaient à être attaqués par des groupes terroristes, groupes armés. Et donc, il se pourrait que des armes, des munitions puissent leur échapper. Mais c'est que l'autre hypothèse aussi qui est possible, ça c'est d'un point de vue principiel, et donc parce qu'il effectivement évoque la difficulté effectivement du principe de rétrocession donc des armes ou des munitions au Mali ou encore moins à des groupes armés. Mais je dis l'hypothèse peut aussi être formulée. Évidemment, sans passion, comme quoi c'est possible que dans la réalité, puisque sans surveillance, bien entendu, accrue et intense des autorités maliennes, que des pays aient intérêt effectivement à céder, évidemment, au prétexte d'une attaque, bien entendu. Donc ça, c'est une hypothèse aussi qui est probable. Donc, elle peut elle-même, comment dirais-je, la puissance en question peut elle-même préparer avec ses alliés, d'ailleurs, je ne dirais même pas que ses anciens alliés, parce que l'alliance n'a jamais rompu. Et donc, on peut préparer des situations de ce genre pour céder des munitions, pour céder des armes. Quand on a vu ce qui s'est passé, en tout cas au poste avancé de Kidal, où l'armée malienne reconstituée a été obligée, en tout cas, de céder ses matériels, évidemment, qui ont été finalement pris sous le nez, en tout cas, des forces de l'aménagement, alors qu'elle avait quand même l'obligation de protéger les matériels de guerre de l'armée reconstituée, mais en même temps aussi les personnes. Heureusement, donc, la centaine d'hommes qui étaient effectivement au poste avancé a pu être sauvés. Et donc, ce n'est pas exclure. Maintenant, la question posée, le quiproquo qui existe, ou donc les incompréhensions qui existent aujourd'hui entre l'aménagement et le Mali, qui en est responsable, je pense que sans fausse, comment dirais-je, sans passion et en toute objectivité, je pense qu'il faut mettre la responsabilité du côté de l'aménagement, parce que vous ne pouvez pas procéder à céder des emprises sans informer au préalable celui à qui, le pays à qui on doit céder ces emprises-là. Donc si vous le faites, donc les conséquences qui en découlent, vous en êtes largement, totalement responsable de ces conséquences-là. Alors comment, selon vous, parvenir à un retrait ordonné et sécurisé de l'aménagement dans le pays? Même si, sans être pessimiste, mais le retrait ordonné et sécurisé n'arrange pas certaines forces occultes, évidemment, et donc ça me surprendra difficilement
que, évidemment, qu'on arrive, je le souhaite ardemment, qu'il y ait en tout cas ce retrait ordonné dans la plus grande collaboration avec le Mali, entre le Mali et la MINUSMA. Et donc, je le souhaite ardemment, mais sans être pessimiste, je vois que ce qui se dessine à l'horizon, ça va être extrêmement difficile qu'on arrive à ça. Ça va être difficilement qu'on arrive à ça. Vous partagez? Non, c'est vrai que les chances sont très maigres que la mission quitte conformément à l'agenda qu'on s'est partagé entre les deux parties. Serait la question de Kidal aujourd'hui, c'est toutes les lèvres, mais je pense qu'au-delà de la complexité de ces localités en question ou de cette raison en question, la mission elle est quand même aussi, comme je le disais à l'entame de mon propos, très traversée par des interférences, lesquelles interférences font que l'État du Mali, par moments et par endroits, a la ferme conviction que les ex-rebelles seraient à coup sûr en accointance avec des puissances que M. Keïta qualifierait occultes. Donc de ce fait, il va de soi que cette absence en tout cas une insuffisance notoire de confiance rendrait la suite de la mission très hypothéquée. D'accord, merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait comment réussir un retrait ordonné et sécurisé de la MINUSMA de Kidal. Et nous étions malheureusement, Kadiatou Keïta n'a pas pu nous rejoindre au cours de cette émission. Nous étions avec Bakabini Keïta, enseignant-chercheur à l'université, à l'ENSUP, spécialiste en philosophie politique, et Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly, qui vous a été présenté par Imran Akilo Maïga, à la régie vidéo Mamadou Ouattara et Ibrahim Sonogo à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.